Bienvenue à toutes et à tous à ce second focus numérique. Donc, qu'est-ce que c'est le focus numérique? C'est un format court de table ronde à destination du grand public qui va traiter une thématique en particulier en lien avec le numérique et ses enjeux. Et donc aujourd'hui, dans le cadre du Festival des créations immersives, eh bien, on va parler d'expériences immersives forcément, et on va s'intéresser à pourquoi en fait on est autant attiré par ces expériences, pourquoi il y a autant d'engouement pour les expériences immersives technologiques. Alors pour ce faire, on est accompagné d'invités de marque avec Irina Cherrier, qui est spécialiste de l'expérience utilisateur UX et qui a consacré ses recherches à l'utilisation de la réalité augmentée dans les visites guidées. On a également, juste à côté, Olivier Capra, qui est chargé de recherche en neurosciences cognitives au sein de l'Anthropolab de l'Université catholique de Lille. Et enfin, juste à côté de moi, il y a Vincent Reynard, qui est chercheur de l'équipe Anthropolab à Ethics dans le domaine de l'interaction humain-machine, et plus particulièrement sur des sujets autour de la réalité virtuelle. Donc, on parle d'expérience immersive, mais qu'est-ce que c'est l'immersion? Et je pense qu'on a toutes et tous déjà vécu ce sentiment d'immersion, que ce soit par exemple en lisant un livre très captivant, ou bien en ayant l'impression de faire partie intégrante d'une histoire dans un jeu vidéo. Eh bien, c'est ça justement ce sentiment d'immersion, où on a l'impression de ne plus voir le temps passer, on est complètement coupé de notre environnement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, par exemple, quand on est dans le train, on est complètement absorbé par ses pensées, qu'on en oublie tout le reste, on en oublie où on se situe, et puis finalement on finit par manquer, par exemple, son arrêt. Donc c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est plutôt des immersions, on va dire, mentales. Et aujourd'hui, on va plutôt parler des immersions physiques, donc des immersions technologiques. Mais qu'est-ce que c'est que les technologies immersives? Parce qu'on entend beaucoup parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte. Mais quelle est la différence entre ces technologies? Qu'est-ce que ça implique? Et donc, Vincent va pouvoir nous expliquer tout ça. Merci. Donc j'ai préparé quelques petits visuels pour vous parler de tout ça. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler effectivement de tous les termes qui viennent d'être évoqués, AR, VR, MR, XR, ce sont peut-être des acronymes que vous avez déjà vus, mais du coup on va essayer de définir ça de façon un peu plus claire et précise. Donc AR, la réalité augmentée, c'est tout ce qui va passer par un affichage, on va avoir un écran généralement, et on va afficher du coup du virtuel à travers cet écran, tout en ayant quand même le monde physique qui est toujours visible. Donc ça peut passer soit avec son téléphone, si par exemple on veut utiliser un GPS en réalité augmentée, ou ça peut se faire avec des systèmes d'hologrammes. Ensuite, on a de l'autre côté du spectre la réalité virtuelle, où là, le monde physique, on en est complètement coupé, et on va avoir un environnement virtuel qui va être interactif, en temps réel, mais aussi immersif. Et donc c'est là où on commence à avoir justement cette notion d'immersion amenée par la technologie. Et ensuite, on a tout ce qui va se trouver en fait entre les deux, où on ne sait pas trop dire si c'est purement réalité augmentée, purement réalité virtuelle. Dans ce cas-là, généralement, on parlera plutôt de réalité mixte. Donc c'est par exemple quand on met un casque de réalité mixte et on va voir donc à travers ce casque l'environnement physique et des éléments virtuels avec lesquels on va pouvoir interagir et qui interagiront également avec l'environnement physique. Donc par exemple, imaginez vous mettez un casque, vous avez une balle virtuelle, donc elle n'est pas réellement devant vous, mais vous pouvez l'attraper et la lancer contre un mur qui lui par contre est réellement devant vous. Là, cette balle virtuelle va rebondir dessus parce que vous êtes en réalité mixte. Et enfin, on a la XR, pour réalité étendue, Extended Reality. En fait, c'est un terme générique pour ne plus avoir à parler spécifiquement de AR, MR ou VR. Et donc maintenant, de plus en plus d'entreprises qui créent des casques de réalité étendue utilisent ce terme de XR, justement.
Donc, je te repasse la main. Alors, du coup, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de la vie courante pour illustrer justement ce que c'est la R, la VR et la réalité mixte? Du coup, oui. Sans trop de surprise, du coup, il y a eu un petit spoil. Pour la réalité augmentée, je pense que vous avez tous et toutes déjà entendu parler, au moins voire testé Pokémon Go. Ouais, effectivement, dans le public, on a un joueur. Il y a aussi, donc, comme je le disais, tout ce qui est hologramme. Il y a eu quelques exemples plus ou moins récents. Et tout ce qui est en fait tablette, par exemple, dans les musées. Si vous avez déjà fait des visites, il y a de plus en plus la possibilité d'avoir des tablettes avec justement de la réalité augmentée qui est ajoutée à tout cela pour la reconstitution historique. Ensuite, pour la réalité virtuelle, c'est un peu plus à destination de joueurs, on va dire. Sont des applications comme Beat Saber, qui est un jeu de rythme où on va avoir des sabres laser pour couper des cubes. C'est très très prenant si vous avez l'occasion d'essayer un jour. Et après, on a des choses encore un peu plus obscures. Il faut vraiment commencer à connaître le domaine du jeu, on va dire, avec Blade and Sorcery, où, comme son nom l'indique, on peut utiliser des épées et de la magie. Il y a Skyrim, qui est un peu plus connu, mais qui du coup a son adaptation en réalité virtuelle, ou Half-Life Alyx, qui pour l'instant, de façon assez unanime dans la communauté, est une des meilleures expériences qu'on peut vivre en réalité virtuelle, du fait que les interactions sont vraiment très naturelles et très réalistes, même si on est dans un monde plutôt futuriste. Et enfin, on a tout ce qui est du coup plutôt réalité mixte. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait tout ce qu'on ne peut pas vraiment situer purement dans la réalité augmentée ou purement dans la réalité virtuelle. Donc par exemple, les filtres Snapchat ou Instagram, même si souvent c'est plutôt catégorisé comme de la réalité augmentée, moi je le catégorise comme de la réalité mixte, dans le sens où en fait ça doit prendre l'information de votre visage pour faire apparaître le virtuel. Donc par exemple, le filtre Snapchat avec la tête de chien, vous n'avez pas le même symbole de la tête de chien en fonction de la tête que vous faites. Si vous tirez la langue, il y a le chien qui tire vraiment la langue. Donc ça, c'est plutôt quand même de la réalité mixte. Et ensuite, il y a par exemple Minecraft qui avait fait aussi une application en réalité mixte, etc. Encore un joueur de Minecraft aussi dans le public. Donc voilà, il y en a plein d'autres que je ne pourrais citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors du coup, tu as évoqué Pokémon Go, qui n'est pas si récent que ça, mais c'est intéressant de s'intéresser à l'origine en fait, de ces technologies, depuis quand elles existent et comment elles ont évolué aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Selon vous, à peu près, à quel moment ça a pu commencer la réalité virtuelle dans le public? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient une idée? Alors effectivement, j'entends 60 par là, c'est vraiment pas loin. Un tout petit peu plus vieux quand même, un tout petit peu plus récent, on va dire. 62, premier système en fait, de réalité virtuelle, qui est le Sensorama, donc c'est l'image que vous voyez sur votre gauche. Donc c'est une sorte de grosse boîte où on doit mettre la tête pour avoir tout un tas de sensations. Il y a le siège qui nous fait bouger, il y a des ventilateurs, il y a déjà plein de choses qui sont mis en place pour nous immerger d'un point de vue sensoriel. Et ensuite, sur la droite, on a les premiers systèmes qu'on va qualifier de réalité augmentée, même si parfois c'est aussi appelé réalité virtuelle, mais plutôt réalité augmentée avec les définitions que j'ai données tout à l'heure. En 1968, on a l'épée de Damoclès, pas Sutherland. Donc, en fait, on arrive très tôt dans l'informatique avec ces technologies. Et ça date de, finalement, quand même plus de 50 ans maintenant, presque 60. Et du coup, on voit que c'était quand même des choses assez différentes de ce qu'on a maintenant. Mais donc, selon vous, à quel moment on a commencé à avoir des casques comme ceux que vous pouvez peut-être connaître avec le MetaQuest, etc. Alors effectivement, c'est au XXIe siècle, mais est-ce qu'on peut être plus précis? 2010, effectivement, c'est pas mal.
on est plus autour des 2010, avec 2013 pour l'Oculus et 2016 pour le HoloLens. Donc l'Oculus, c'est le premier casque de réalité virtuelle grand public, parce qu'évidemment, le Sensorama, tout le monde ne pouvait pas en avoir un chez soi, alors que ça, en théorie, c'était plus accessible. Et le Microsoft HoloLens, pareil, casque de réalité augmentée ou de réalité mixte selon les applications, mais qui du coup est quand même assez grand public, encore une fois entre guillemets, parce que ça coûtait quand même un bon 1500-2000 €, donc c'était pas non plus à la portée de toutes les bourses, et pour des applications assez limitées. Alors on a pu voir ce qu'on est capable de faire du coup avec ces technologies-là, mais comment on arrive à tromper justement le cerveau pour créer ce sentiment d'immersion. Et là, je vais plutôt m'adresser à Olivier. Alors comment on arrive à tromper le cerveau? J'ai quelques petits slides qui vont pouvoir nous aider. Déjà, il faut se faire à l'idée que ce qu'on perçoit de la réalité, ce n'est pas la réalité elle-même. Notre cerveau s'appuie sur ses organes sensoriels pour se faire une idée du monde dans lequel on évolue. Et le monde dans lequel on évolue n'est pas exactement le monde que nous perçoit. Tu peux avancer. Alors, on connaît les illusions d'optique assez classiques comme celle-ci. Par exemple, sur les barres verticales et horizontales, les deux barres sont de la même taille, mais on perçoit la barre horizontale comme étant plus petite. Pareil pour les cercles qui sont en dessous. Les cercles qui sont au centre sont de même taille, mais on en perçoit un plus grand ou plus petit que l'autre. Tu peux passer sur le slide suivant, s'il te plaît. Et ça peut même aller plus loin. Par exemple, ici, est-ce que vous pensez qu'il y a une illusion visuelle quelque part, et laquelle ce serait? Ouais. Oui, et effectivement, c'est ce qu'on perçoit. Et moi, je connais, dans quelques secondes, je vais t'expliquer que les deux couleurs de peau sont exactement les mêmes. Moi, je le sais aussi. Et pourtant, je les vois de couleurs différentes. On peut passer sur le slide suivant. Si on se rapproche un petit peu, et encore, vous apercevez que les deux peaux sont exactement de la même couleur. On peut encore aller plus près pour être sûr. Ah. On était trop près là. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les deux couleurs. Si tu peux revenir sur les slides d'avant, s'il te plaît. Cette image, je la trouve très intéressante. Merci. Je la trouve très intéressante parce qu'elle nous montre à quel point on se fait une idée de la réalité qui n'est pas la réalité elle-même. Donc pourquoi on est attiré par cette immersion et comment on arrive à flouer le cerveau en quelque sorte? C'est assez simple. Le cerveau utilise ses organes pour essayer de percevoir la réalité qui l'entoure sans forcément percevoir la réalité en elle-même. On peut très facilement avoir de ce type d'illusion. On peut peut-être passer sur les slides suivants. Oui. Oui, il y avait des indices tout autour du visage qui tendaient à nous faire croire que les deux peaux étaient de couleurs différentes alors qu'elles sont de la même couleur. Ça peut aller aussi un peu plus loin. Par exemple, là, il faut lire un peu en anglais. Alors, je ne sais pas si tu sais déjà lire l'anglais, peut-être un petit peu. Oui. Ah, wonderful. Donc ici, on a une phrase qui est écrite en bleu. Et je vais vous passer le son de cette phrase. C'est une foule qui va scander le son de cette... That is embarrassing. Vous avez ici une autre phrase. Pardon. Est-ce que la phrase s'affiche? Là, on a un écran noir pour l'instant. C'est embarrassant. Je ne sais pas si peut-être... Ouais, c'est peut-être le câble qui est un petit peu... Bon, en tout cas, je vais pouvoir passer encore au slide suivant. Dès que tu récupères l'image, Vincent, on peut passer sur le slide suivant. Donc j'étais en train d'essayer de vous montrer que la différence entre la réalité et la réalité qu'on perçoit est assez forte en réalité, si j'ose dire. Donc la réalité virtuelle n'est pas si virtuelle que ça à partir du moment où la réalité n'est pas si objective que ça. Ouais. On avait le son et l'image. Ah, voilà. Et donc, je vais remettre le son rapidement, comme ça vous pourrez faire l'expérience. La phrase que vous allez lire, c'est la phrase que vous allez entendre.
Cette petite expérience, on peut passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Cette petite expérience pour vous montrer que la façon dont le cerveau perçoit la réalité et la réalité sont deux choses différentes. Si on peut passer sur le slide suivant. Et donc notre cerveau en fait, se base sur une interprétation du monde qui est basée sur des organes sensoriels qui ne sont pas parfaits, mais qui vont essayer de favoriser la modalité, c'est-à-dire le sens qui est le plus clair. Là, le son était assez flou. C'était assez flou. Par contre, lire une phrase, c'est extrêmement net. Donc de ce flou, on va percevoir des éléments différents en fonction de la modalité qui est la plus nette. Et là, c'est la lecture, la vision qui était la plus nette ici. Voilà. Non, excuse-moi. On n'a pas dû répéter. Et la modalité la plus pertinente peut être aussi utilisée par le cerveau. Par exemple, est-ce que vous êtes déjà baladé en montagne et vous avez entendu un hélicoptère? Oui, tu as déjà fait ça? Ouais. Mais quand tu es en ville, tu entends un hélicoptère et tu lèves la tête parce que par définition, l'hélicoptère est dans le ciel. Mais si tu es à la montagne un jour, tu verras que quand tu entends un hélicoptère arriver, tu regardes en l'air, tu ne vois pas forcément parce que parfois il est en dessous. Tes oreilles ne sont pas équipées pour te donner le niveau d'altitude de ce que tu entends. Donc la vision va te permettre de localiser les choses, les oreilles vont te permettre d'entendre gauche ou droite, mais pas haut et bas. Donc le cerveau va utiliser les modalités pour lesquelles il a plus d'informations fiables pour pouvoir décider de où se trouve l'hélicoptère. Et là, en l'occurrence, c'est encore la vision qui arrive. Donc on a une version du monde qui est probabiliste. On ne perçoit pas la réalité, mais en fait la réalité la plus probable. Et comment le cerveau fait la différence entre la réalité et de ce qu'il est capable d'imaginer, ça, c'est très difficile pour le cerveau. Dès qu'on imagine quelque chose de façon très précise, la différence avec la réalité pour le cerveau humain est très très faible. C'est pour ça, tu disais tout à l'heure, Élodie, dans les livres, dans les films, ça n'arrive pas réellement, mais comme les gens ici sur l'image, on peut être apeuré par un film, même si on sait que c'est un film. On est dedans, on est dedans. Merci Vincent. Donc en combinant un bon signal, une image claire et réaliste et avec un son cohérent, la réalité virtuelle met instantanément notre cerveau dans un monde où les probabilités sont très en faveur de l'univers virtuel. En fait, c'est ce qui rend l'expérience réelle dans un univers virtuel. Et au passage, on en oublie l'univers, tu disais physique tout à l'heure, on en oublie l'univers qui est autour de nous et c'est comme ça qu'on peut se prendre un meuble, par exemple. Là, je vois qu'il y a un espace de réalité virtuelle là-bas qui est assez ouvert, et il y a des petites barrières pour nous indiquer qu'on arrive un peu sur les limites, et puis on a aussi un animateur qui nous empêche de se prendre le mur, parce qu'on oublie instantanément le monde physique qui nous entoure. Voilà, ah oui, ça c'est une expérience, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait cette expérience-là, mais vous mettez un casque, et vous vous retrouvez à marcher sur une planche en altitude, là, et le vertige est immédiat, enfin en tout cas chez moi, c'était bien, j'étais immédiat. C'est pour illustrer l'idée que le cerveau entre dans l'univers dans lequel on le met par simple fonctionnement habituel, en fait. Voilà. Et pour ça, je te repasse peut-être la parole si tu veux que je donne un mot sur la perception et l'action. Tu peux poursuivre. Je peux poursuivre. Justement. Ok, merci. Et donc, un autre élément que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le fait que pour le cerveau humain, le fait de percevoir, de voir et d'agir, de bouger, c'est presque la même chose. Si on avance sur le slide, là, je vous ai mis une image de cerveau sur la droite qui vous montre quoi? On a montré des vidéos de ballet, donc de danse de ballet, à des danseurs de ballet. On a montré ces vidéos à des danseurs de capoeira, et on a montré ces vidéos à des non-danseurs. Par exemple, moi, par exemple. Lorsque vous regardez l'activation du cerveau de ces différents danseurs, si vous montrez des vidéos de ballet à des danseurs de ballet, vous avez une activation qui est très forte, beaucoup plus forte que chez les sujets contrôle, c'est-à-dire les sujets qui ne sont pas danseurs, et plus forte aussi que chez les danseurs de capoeira, qui sont représentés en blanc. A l'inverse, quand vous montrez de la capoeira à des danseurs de ballet, vous avez l'activation des danseurs de ballet qui est en noir ici. Donc là, on est là, ici là. Et vous vous apercevez que les danseurs de capoeira ont une activation plus forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regarder quelqu'un qui danse, lorsque l'on est danseur, c'est déjà soi-même simuler l'action de danser. Et c'est une simulation. Merci Vincent. C'est une simulation que l'on ne contrôle pas. Par exemple, lorsque vous voyez un bébé qui est en train de bâiller, enfin une personne qui est en train de bâiller, vous pouvez être aussi amené à bâiller vous-même. Et cette simulation d'action est à l'œuvre à ce moment-là. Sauf qu'il y a des choses qu'on arrive à mieux réfréner que d'autres, et typiquement les choses très primaires comme le bâillement, on n'arrive pas à les réfréner et on peut être emporté. Alors la vidéo ne s'affiche pas ici, mais c'est peut-être pas très grave. C'est pas très grave. Donc pour conclure ce petit passage par le cerveau humain, la réalité virtuelle, en combinant à la fois un réalisme sensoriel important et du passage de l'observation à l'action, elle favorise cette immersion. On est directement immergé dans un nouveau monde avec des nouvelles règles de gravité, des nouvelles couleurs, et tout ça, on s'y adapte très très rapidement, instantanément quasiment. Merci beaucoup Vincent. Alors du coup, justement pour rebondir sur ce que tu dis Olivier,
comment toi, Vincent, dans tes recherches d'interaction homme-machine, tu vas te saisir de ces informations du fait que la réalité que la réalité virtuelle n'a de virtuel que le nom et que observer, c'est un peu agir, pour pouvoir concevoir des dispositifs qui soient le plus intuitif, le plus naturel possible pour les utilisateurs. Merci pour la question. Donc, justement, tu parles d'utilisateur, tu parles d'intuitif. Et en fait, pour rendre ces expériences intuitives pour l'utilisateur, il faut faire des études qu'on appelle des études d'expérience utilisateur. Et donc, je pense que là, la personne la plus à même à répondre pour la suite, ça va être Irina. Donc, je pense que je peux lui laisser la parole. Du coup, ouais. Je vais, pour que ça soit moins abstrait, je vais parler sur ma recherche pour l'entreprise Horizon. Ils font les applications pour les visites historiques guidées avec l'utilisation de la réalité augmentée. Et ce qu'on a fait, on a essayé de comprendre les objectifs des utilisateurs et les besoins des utilisateurs. C'est ça ce qui est plus important quand on crée les expériences immersives. Et là, je vais vous présenter ce qu'on a appris. Déjà, on a commencé par l'expérience qui était créée par... Est-ce qu'on peut revenir? Merci. Pour le château de Montron-les-Bains. Et on a vu que c'était un vrai voyage dans le passé pour les utilisateurs. Les retours étaient excellents et en plus, c'était ouvert pour le grand public. Les enfants adorent cette expérience. En plus, ils comprennent tout de suite comment utiliser la tablette avec la réalité augmentée et ils même expliquent aux proches plus âgés comment utiliser les tablettes. Et après, on a... Est-ce qu'on peut avancer? Et après, on a comparé cette application avec les autres applications qui utilisent la réalité augmentée. C'est l'histoire du sexe à Berlin et Pompéi. Et on a vu une chose intéressante. Du coup, l'histoire du sexe à Berlin et Château de Montron-les-Bains, il utilise les tablettes. Et Pompéi, il utilise les lunettes dans la réalité augmentée. Et on dit que les lunettes, ça doit être encore plus immersif. Mais on a appris une chose intéressante, c'est que apparemment, avec les lunettes, ça a pas mal bagué. Il y avait des problèmes. Et tout de suite, on voit que la note était moins élevé parce que ça crée la frustration pour les utilisateurs. Du coup, c'est vraiment une des besoins des utilisateurs avec l'expérience comme ça. C'est le confort d'utilisation. Ça doit être intuitif, ça doit être facile à utiliser. Et en même temps, on a vu une chose qui se répète dans toutes les expériences, que les utilisateurs ils cherchent d'avoir une fenêtre vers le passé, de faire le saut dans le temps. Là, on peut avancer. Après, on a parlé avec les gens pour apprendre qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'expérience de la visite historique guidée avec l'utilisation soit la réalité augmentée, soit la réalité virtuelle. Et on a vu cette tendance, encore une fois, que les utilisateurs, premièrement, ils cherchent d'apprendre des choses. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le vrai besoin. Et ils vont voyager dans le temps et éprouver des émotions fortes et voir des choses qu'ils ne peuvent pas imaginer par eux-mêmes. Et en même temps, il y a cette peur que cette expérience devienne juste un jeu. Ça, c'est très important. Il faut éviter ça, parce que ça, c'est premièrement, dans notre cas, c'est l'expérience d'apprentissage. Du coup, ça doit être concentré sur l'apprentissage et pas sur l'amusement. Et après, on peut avancer, s'il vous plaît. Une autre partie de la recherche, c'était lié à l'application de Champigny Story dédiée à la Seconde Guerre mondiale avec l'utilisation de la réalité augmentée. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. Si avant, on a utilisé la réalité augmentée plutôt pour la reconstitution historique, qui fonctionne très bien, on sait que les retours sont excellents, mais là, ça, c'était nouveau parce qu'on a eu une histoire, on a eu une fiction, on a eu des personnages, des conflits, même que ça se passe dans le cadre réel de la Seconde Guerre mondiale, tout est fiction. Et on a appris, je vais vous montrer dans le slide, ouais, ça ressemble à ça, l'expérience de la réalité augmentée, la qualité est un peu mieux normalement. Du coup, c'est encore une fois, c'est avec les tablettes, on peut voir les personnages qui parlent
Et on a fait quelques visites tests avec les utilisateurs et on a comparé, on a eu du coup les vidéos et la réalité augmentée avec du coup le même contenu. Et on a se posé la question, bien sûr, est-ce que la réalité augmentée est vraiment efficace? Et on a vu que les utilisateurs, ils ont dit oui, effectivement, c'était beaucoup plus immersif, la réalité augmentée, que les vidéos. On a vu que ça permet de créer cette immersion. Mais pourquoi? En fait, là, Olivier il a parlé sur le fait que, en fait, même quand on est les observateurs, en fait, notre cerveau, c'est comme une action quand même. Et cette possibilité de se balader autour d'expériences avec cette petite fenêtre dans le passé, ça crée une action, ça a créé une véritable immersion. Oui, et puis tu parles de dispositifs qui utilisent beaucoup la narration. Ouais. Et du coup, selon toi, comment les récits justement arrivent à nous transporter et à créer encore plus ce sentiment d'immersion? Là, j'ai des slides, quelques slides après. Et après, voilà déjà pour les récits. Déjà, on adore les histoires naturellement. Et parce que dans le monde, il y a trop d'informations, on est bombardé d'informations de tous les côtés, mais l'histoire, c'est quelque chose de logique pour notre cerveau. C'est la façon de comprendre l'information plus facile. Et en plus, on voit qu'il y a le neuroscientifique américain, Paul Zak, qui a fait une recherche et qui a vu que quand on découvre une bonne histoire, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau au niveau physique? On a du coup le dopamine et ocytocine. Dopamine, c'est l'hormone liée à la motivation, plaisir et récompense. Et ocytocine liée à amour, lien et confiance qui se libèrent. Et en fait, même au niveau physique, quand on découvre une bonne histoire, quand on éprouve des émotions, là, c'est physiquement, on est heureux, quoi. Et après, on peut avancer. Merci. Là, ça c'est intéressant, c'est une autre chose, c'était l'expérience de 1944. Du coup, on a montré aux utilisateurs une courte vidéo avec juste deux triangles et un rond. En fait, il y a rien qui se passe là-bas. Sauf que là, ça se passe rien aussi. Ce qui est intéressant, oui, je vais continuer, que pour les utilisateurs, même si c'est quelque chose de chaotique, normalement, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a juste des figures qui bougent. Mais en fait, on a cette tendance d'interpréter en fait, tout ce qui nous entoure dans la forme du récit. Et tout de suite, les utilisateurs, ils ont vu les personnages, un méchant, une chasse aussi, un conflit. Vous voyez, même avec le truc comme ça, notre cerveau, il cherche d'interpréter ça dans la forme du récit. Et du coup, on voit que c'est au niveau physique et au niveau pour comprendre mieux ce qu'on voit devant nous, c'est l'histoire, ça fait partie de notre vie, la partie importante. Et après, on peut continuer. Et là, je reviens presque. Là, je reviens à l'expérience qui propose Horizon. Là, vous voyez ici la vue à 360 degrés. On va voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois avec les tablettes, sauf que ce n'est pas la réalité augmentée. On voit tout sur les tablettes. Et là, du coup, c'était encore une fois une visite historique guidée, mais sur la Première Guerre mondiale. Et on a interviewé les participants un an après cette expérience. Et pour comprendre, est-ce qu'ils ont retenu quelque chose? Ils ont presque oublié la visite, mais ils se rappelaient très bien de cette scène, petite scène de la vue à 360 degrés, même si ce n'est pas une histoire, mais il y a des éléments de l'histoire. C'est quoi exactement? Pourquoi ça restait tellement dans notre mémoire? C'est parce que déjà, quand on est dans les visites historiques guidées, on est souvent avec la réalité augmentée ou la vue à 360
360 degrés dans l'endroit où ça se passait vraiment. Du coup, les utilisateurs, ils se trouvent vraiment à la gare. Et là, du coup, ça crée des émotions déjà, parce qu'on sent cette connexion réelle à l'endroit. Et là, ce qui se passe ici, c'est une scène quand même dramatique, parce que il y a la séparation, il y a les familles qui se séparent. On sait que c'est la guerre, ça va se finir mal, cette séparation. Et en même temps, il fait beau. Il y a un petit oiseau. Les utilisateurs, ils se souviennent très très bien de ce petit oiseau. Mais pourquoi ça? C'est pas très important pour l'histoire, mais ça ajoute ce réalisme, ça ajoute cette immersion en fait, et ça évoque des sentiments. Voilà. Oui. Oui, et le son aussi. Mais là, on est sans. Ouais. Du coup, on a parlé de récit, de mémorisation. Et est-ce que, Olivier, du coup, tu peux nous dire ce qui se passe en fait à ce moment-là dans le cerveau pour qu'on puisse justement retenir autant de détails plusieurs semaines après avoir vécu cette expérience? Alors, la mémoire est un phénomène complexe. Oui, tu peux passer sur le deuxième slide. Je veux simplement vous en dire quelques mots. Vous indiquer simplement que dans le cerveau, il y a plusieurs endroits qui traitent de la mémoire, mais il y a des endroits dont on parle le plus souvent. C'est ce qu'on appelle l'hippocampe et l'amygdale. Sur la représentation 3D là, qui est à droite, en rouge, c'est l'amygdale. L'amygdale, c'est un centre nerveux localisé dans les noyaux de la base dans le cerveau. Donc, c'est l'un des cerveaux les plus primaires, une des parties les plus primaires du cerveau. Qui va être sollicité dans les moments où on a peur, mais aussi dans les moments où on recherche du plaisir. C'est toute la complexité cérébrale, hein, c'est-à-dire que c'est à la fois utilisé à la fois activé dans des sensations de peur et de crainte et même de fuite, et en même temps c'est aussi associé à la recherche du plaisir. Et c'est un endroit qui est juste à côté d'une autre zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe et qui est très investi dans le travail de mémoire. C'est-à-dire que par l'hippocampe passent des informations, et c'est à cet endroit et à d'autres que l'engrammage, c'est-à-dire l'enregistrement, je pourrais dire, des informations se fait. Et donc la proximité physique entre un endroit qui est très actif dans la réaction émotionnelle et un endroit qui est très actif dans la mémorisation fait que effectivement ça joue l'émotionnel, le fait qu'on se rappelle plus facilement des éléments émotionnels, c'est aussi expliqué par cette promiscuité entre deux zones du cerveau. Voilà, ça c'est pour la suite, pardon, excusez-moi. Et peut-être, voilà, ce que je pouvais en dire, en tout cas sur la partie mémorisation, émotion dans le cerveau. En l'occurrence, c'est assez amusant parce qu'on a fait une expérience avec notre équipe sur des collégiens pour apprendre en fait un poème. Et on les avait du coup immergés dans de la réalité virtuelle pour voir si l'environnement visuel aider à un meilleur ancrage justement du poème. Sauf que du coup, dans la réalité virtuelle, on n'a pas que de la vision, on a aussi de l'audio. Donc comme le disait une personne dans le public, effectivement, l'audio joue aussi pas mal. Donc le fait d'avoir plusieurs sens stimulés en même temps aide aussi à la mémorisation. Alors, du coup, on parle de plusieurs sens sollicités en même temps, mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement un risque d'être trop immergé ou d'une surcharge? Est-ce que c'est possible d'être trop immergé dans un environnement virtuel? Ah oui, alors il y a des moments où on est trop immergé, même sur un exemple très simple, on en parlait un petit peu l'autre jour, mais si vous regardez un film qui fait peur, par exemple, parfois des gens sont tentés de regarder le film dans la journée plutôt que de le regarder la nuit. Parce que l'environnement direct dans lequel on est participe à l'immersion. Et si on met les éléments qui viennent perturber cette immersion, ça peut être aussi plus facile à vivre quand l'immersion est trop forte. Donc là, c'est le côté je suis complètement immergé, mais c'est trop. Ça marche trop bien en quelque sorte, l'immersion. Donc je me garde des petites portes de sortie. Typiquement, la réalité augmentée, elle permet d'avoir à la fois la création de contenu, mais aussi de garder encore une porte de sortie vers l'extérieur, vu qu'on est toujours en train de maîtriser ce qu'on peut regarder ou pas regarder. Dans la réalité virtuelle, lorsqu'on est complètement immergé dans le monde, ou dans la réalité mixte, là, les portes de sortie sont plus délicates. Donc il y a ce côté-là de l'immersion qui peut être gênante, en quelque sorte, quand ça fonctionne bien. Et le deuxième point, c'est est-ce que ça peut aller trop loin en termes de surcharge?
là, l'immersion ne fonctionne plus parce qu'on ne supporte plus l'expérience, non pas par peur ou par réaction émotionnelle, mais aussi pour des raisons physiques. Je prends l'exemple du fait d'essayer de lire dans une voiture, par exemple, si vous lisez dans une voiture, pardon ? Du motion sickness. Exactement. Le fait que votre oreille interne soit inondée d'informations de mouvement, parce que vous êtes en train de rouler, et que vos yeux soient sur un support stable et fixe, vous avez une dissonance entre les informations qui indiquent à votre cerveau qu'on est en train de bouger et d'autres qui disent « Ah non, on n'est pas du tout en train de bouger, on est en train de lire ». Et cette dissonance-là peut entraîner physiquement, tu disais tout à l'heure physiquement, le lien entre le physique et le cerveau est très fort. Et oui. Ah oui. Bah c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu te mettais à regarder la route et bouger en même temps que ce que voient tes yeux, en même temps que la route, tu aurais eu moins mal au ventre. Et c'est vrai qu'en fixant tes yeux sur la Switch, ça peut donner mal au ventre. Alors, mais il y a un truc que tu peux faire, ça existe aussi pour les livres, si vous voulez continuer à lire dans les transports, et si vous avez mal les transports, c'est de faire passer des bandes sur le côté. Il y a des applications qui passent des bandes qui bougent en même temps que votre GPS, ce qui fait que vous êtes en train de lire un livre, et sur le côté des pages, il y a juste des bandes comme ça qui passent. Et ça vous donne, via les yeux, des informations de mouvement qui sont en lien avec les informations de l'oreille interne qui est en train de bouger. Et donc tout ce petit monde-là se retrouve dans l'hypothalamus de façon synchronisée, et ça enlève les petits problèmes gastriques notamment, ou de tête qui tournent. Est-ce que du coup on ne peut pas mettre en place un onboarding pour justement sensibiliser et qu'il y ait un temps d'adaptation justement pour ce type de problème? Peut-être que non. Vincent, je pense que la question s'adresse à Vincent. Oui, alors effectivement, en fait, il y a plusieurs techniques en réalité virtuelle pour permettre de contrebalancer ces effets qu'on appelle du coup ici cyber sickness plutôt que de motion sickness. Parce que le motion est vraiment lié au mouvement, alors que là, c'est pas toujours le cas. Mais c'est quand même souvent lié à ça. Et en fait, dans la réalité virtuelle, à des moments, on va être amené à se déplacer. Si on se déplace physiquement parce qu'on a suffisamment d'espace autour de nous, a priori, il y a moins de problèmes. La plupart des gens ne sont pas trop sensibles à la cyber sickness dans ces cas-là. Par contre, si on est dans un petit espace ou si on est assis et qu'on doit du coup quand même se déplacer dans la réalité virtuelle, et ben là, du coup, il va y avoir plusieurs façons de faire. La première, qui est inspirée des jeux vidéo, c'est le déplacement continu avec les manettes qu'on a à disposition. Le problème de ça, c'est que du coup, on a effectivement le déplacement qui se fait autour de nous, donc on voit l'environnement qui bouge, mais au contraire de la voiture, du coup, on n'a pas la sensation de mouvement dans l'oreille interne. Et donc, là, ça recrée cette dissonance cognitive qui fait qu'effectivement, on a des nausées, fatigue oculaire, etc., etc. Et donc, pour éviter ça, ce qu'on peut faire en réalité virtuelle, tout en gardant le déplacement continu, c'est par exemple de réduire le champ de vision. Ça peut fonctionner, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée. Après, il y a une technique encore plus simple pour éviter ça, c'est la téléportation. L'inconvénient, par contre, de la téléportation, c'est que certes, on va pointer un endroit, on va dire « je veux aller là-bas », on y est déporté directement. Donc, on n'a pas cette sensation de déplacement. Mais du fait qu'on n'ait pas cette sensation de déplacement, aussi, on a une petite perte de positionnement dans l'espace. Et on se dit, mais attendez, là, du coup, je suis atterri ici. Donc, qu'est-ce qui est censé y avoir autour de moi? Donc, il y a aussi un petit temps d'adaptation qui n'est pas si simple que ça au début. Donc, ça demande quand même un petit temps avant de pouvoir vraiment se déplacer de façon fluide dans les environnements virtuels. Le pire, c'est vraiment les rotations. Si jamais vous faites de la rotation continue en réalité virtuelle, là vous êtes à peu près assuré de pas très bien vous sentir, même quand vous êtes habitué. Alors du coup, ça me fait penser à ce dont on avait parlé Olivier, et à cette possibilité justement de moduler le monde virtuel dans lequel on se trouve en temps réel en fonction de l'utilisateur et de son état émotionnel. Et en fait, ça permettrait un peu d'avoir une expérience qui soit sur mesure et personnalisée. Oui, complètement. Juste pour rebondir sur ce que venait de dire Vincent, qui illustrait ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est que le fait de se téléporter, tu disais, c'est difficile au début, mais assez vite, quand on prend le truc, le cerveau va se dire « Ok, je peux me téléporter » et après un onboarding, après de l'expérience, ça devient assez naturel pour un organe qui est habitué à marcher d'un point A à un point B, de pouvoir se téléporter lorsqu'il est dans ce casque-là ou dans ce jeu-là.
Et c'est juste pour illustrer l'adaptation extrêmement rapide, alors plus ou moins rapide en fonction des gens sûrement, et en fonction aussi des réalités alternatives qu'on propose. Mais se téléporter devient quelque chose de possible. Alors je ne sais pas à partir de combien de temps exactement, mais 3-4 minutes, ouais, donc c'est extrêmement rapide. Et pour revenir sur ta question, super. Effectivement, au laboratoire, on arrive parfois à avoir des dispositifs comme celui-ci, où on a des gens qui sont dans une situation de réalité virtuelle, donc ils ont des manettes, comme l'expliquait Vincent à l'instant, et vous remarquez également qu'ils ont des électrodes, par exemple, sur la main, qui permettent de mesurer l'activité cardiaque ou de mesurer l'activité électrodermale, c'est-à-dire le niveau de sudation de la peau, qui sont envoyés à un petit boîtier. Là, j'ai mis la photo en zoom, c'est la personne de droite. Et ce petit boîtier peut renvoyer ces informations et les traiter en temps réel pour qu'on puisse extraire de ces informations électrophysiologiques, donc de l'électricité qui est générée par le corps, un état émotionnel. On arrive à voir, en analysant finement les variations cardiaques, en analysant éventuellement aussi sur la slide s'il te plaît, la façon dont le diamètre de la pupille se comporte, on arrive à aller retrouver dans des signaux électrophysiologiques que le corps génère des caractéristiques du cerveau à ce moment-là, émotionnel, cognitif. Donc ici, par exemple, là c'est plutôt cognitif, ça sera pour tout à l'heure. Là c'est plutôt, là c'est plutôt cognitif. Sur la slide d'avant, c'est les éléments qui sont plus émotionnels. Et donc, pour revenir sur ta question plus précisément, si vous êtes dans un univers virtuel et que vous avez trop peur, par exemple, le système, via la captation de ces signaux électrophysiologiques, peut le savoir et peut diminuer le degré de frayeur que peuvent occasionner certaines scènes, par exemple. A l'inverse, si on voit que c'est plutôt plat au niveau émotionnel, on peut essayer d'aller mettre des choses plus engageantes, quoi. Voilà. Y compris au niveau cognitif. Si ce que vous êtes venu faire là, c'est apprendre et qu'on voit que c'est trop, on peut diminuer la difficulté cognitive, par exemple, ou à l'inverse, si c'est trop facile et que la charge cognitive n'est pas assez engageante pour l'utilisateur, on peut aussi modifier ce qui se passe dans l'environnement virtuel pour rajouter un peu plus d'engagement cognitif, un peu plus de difficulté, quoi. Et donc, merci beaucoup. C'est l'idée que le système puisse se mettre à jour l'environnement virtuel en fonction de notre état émotionnel. on les aura tous fait. Est-ce que ça coûte plus cher de créer les expériences qui s'adaptent aux utilisateurs? Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure au téléphone. Ça coûte plus cher, mais ça pourrait éventuellement rapporter aussi plus d'argent. Par exemple, on en parlait un peu au téléphone, je ne sais pas si je peux aborder ça, mais sur l'action de la publicité, par exemple. Imagine si tu es un industriel et qu'on vient de voir et qu'on dit, voilà, j'ai un système qui permet de mettre des gens dans un environnement virtuel et je connais leur état émotionnel au fur et à mesure de l'évolution dans l'environnement virtuel. Je pourrais diffuser la publicité pour votre produit au moment où la personne est le plus en capacité émotionnelle de comprendre ce que vous voulez lui raconter avec votre produit. Ça pose des questions, hein. Ça se vendrait très cher, hein, franchement, mais ça pose des questions, et là... ouais. Des questions éthiques. Allô? Oui. Aujourd'hui, on a vraiment tous les problèmes techniques possibles et inimaginables, c'est incroyable. Du coup, on va bientôt clôturer. J'ai une dernière question. Du coup, selon vous, je vous pose la question à tous les trois, comment l'immersion va-t-elle évoluer dans les années à venir et quelles peuvent être les prochaines innovations à attendre, jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qui va être possible de vivre, voilà. Du coup, sur la partie purement technique, c'est ce que je disais à certaines personnes dans le public tout à l'heure, c'est que telle qu'évolue actuellement la technologie, on part plutôt sur des systèmes qui vont mélanger du coup les différents types de réalités, avec du coup plutôt des systèmes de réalité mixte ou de réalité étendue, avec la possibilité aussi bien de faire de la réalité augmentée d'un côté ou de la réalité virtuelle, tout en gardant le même système. Et on aurait sans doute, on commence à le voir, des systèmes qui se miniaturisent et qui deviennent de plus en plus proches de lunettes relativement portables dans la vie courante. Donc ce serait une première évolution possible. Et après, comme le montrait Olivier tout à l'heure,
en mélangeant les systèmes de neurophysiologie, donc par exemple les électroencéphalogrammes, on commence à avoir la possibilité de prendre le contrôle, d'interagir avec l'environnement virtuel via le cerveau. Donc c'est aussi des possibilités pour le futur qui sont encore assez incertaines, mais qui pourraient arriver. Oui, je travaille dans un groupe de recherche en neuroéthique qui s'intéresse à la question des implants cérébraux. Et la miniaturisation dont parle Vincent, là on parle de dans 5 ans, peut-être moins, ou 10 pour certains aspects, mais on a une miniaturisation qui est encore plus lointaine, mais qui est aussi au travail, c'est l'implant neuronal directement. Ce que fait Elon Musk, mais ce que font aussi des gens à Grenoble, à Inatech. Ces implants-là sont faits pour pouvoir rendre la marche à des personnes qui sont paralysées. Donc on n'est pas dans la réalité virtuelle, mais on est sur des niveaux de miniaturisation et de contact avec le cortex et avec l'intimité cérébrale qui flirtent avec un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, avec l'idée de pouvoir mettre un EEG sur quelqu'un qui est dans un environnement virtuel, vous donner un peu accès à vos pensées, ou en tout cas des pensées, en tout cas à votre état neuronal, à un système qui, pour votre expérience, la favorise. Par exemple, ça peut améliorer l'expérience d'immersion, mais ça veut dire aussi que vous laissez des données très personnelles à un équipement technique, éventuellement à une entreprise. Donc l'évolution. Quand j'ai expérimenté cette expérience en réalité virtuelle, j'ai eu vraiment envie de toucher les murs, mais sauf que ça n'a pas marché, bien sûr. Mais maintenant, il y a des inventions qui permettent en fait, de recréer cette sensation d'une pierre, par exemple. Ça, c'est incroyable. Ça, on va être immergé encore plus quand même. Et ce qui me manque pour l'instant, et je trouve que c'est très important, c'est le son qui, encore une fois, dans les expériences dans les musées, avec la réalité virtuelle, bon, on essaie d'être immergé dans l'histoire, mais le son, on entend les gens quand même, on n'est pas à 100% présent, et je pense que ça diminue beaucoup notre immersion. Et voilà, après, j'arrête ici, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui vont évoluer. Alors, si je peux me permettre du coup juste de rajouter quelques petites choses sur ce que tu viens de dire. Effectivement, une des choses qu'on va voir sans doute arriver aussi, et qui est déjà un peu là, c'est multiplier les sens qu'on peut rajouter dans la réalité virtuelle, avec donc le toucher qu'on appelle l'haptique, les odeurs également, que vous avez peut-être pu expérimenter sur du cinéma 4D. Si vous êtes allé voir Dune en 4D, vous avez eu normalement une odeur d'épices quand vous avez été question de ça. Ouais. Et du coup, l'haptique, pareil sur le cinéma 4D, dès qu'il y a des mouvements, vous avez le siège qui bouge, des petits coups dans le dos qui sont très agréables quand on regarde un film. Et du coup, les odeurs, la vidéo, et forcément l'audio, bien que effectivement sur tous les systèmes de réalité virtuelle qui existent actuellement, c'est nul. Vraiment, c'est incroyablement mauvais. Et en fait, si on veut vraiment avoir un audio de qualité en réalité virtuelle, on est obligé à chaque fois de rajouter des systèmes externes, type casque audio, mais du coup ça veut dire qu'on a le casque de réalité virtuelle plus le casque audio. C'est déjà pas forcément simple de faire tester juste le casque aux gens. Alors si on doit rajouter en plus un casque audio, un EEG, des gants pour avoir l'haptique, etc., là ça commence à devenir beaucoup trop lourd pour un grand public. Alors est-ce que dans le public justement il y aurait des questions ?
s'il peut y avoir le goût, intégrer le goût dans certaines expériences. En l'occurrence, il me semble qu'il y a eu des expériences où on mettait des odeurs pour des personnes qui mangeaient virtuellement des choses, mais je pense que ça me semble un peu trop compliqué, puis surtout d'un point de vue, encore une fois, sur les expériences dont on a parlé, on doit faire quand même attention à ce qu'on fait. On ne peut pas faire n'importe quoi avec des expériences sur des utilisateurs, sur des gens. Et là, pour le coup, mettre des choses dans la bouche des gens, ça commence à devenir un petit peu trop invasif. Les odeurs, tout ça, tant que c'est externe, ça va. Tant que ça rentre à partir du moment où ça rentre dans le corps humain, là, ça commence à devenir plus compliqué quand même. Je ne sais pas si vous avez d'autres expériences sur le goût ou sur des choses comme ça. Je vais juste ajouter, je pense que c'est important, c'est qu'il ne faut pas oublier que les réalités virtuelles, augmentées, etc., c'est le média. Et c'est très important et ça devient de plus en plus puissant. Et du coup, il faut faire attention de ne pas tomber sur les histoires de la propagande et tout ça. Il faut quand même comprendre que ça reste quelque chose de très puissant. Voilà. Et dernière question, est-ce que vous auriez une expérience à conseiller à des publics qui souhaiteraient justement découvrir, vivre des expériences en réalité virtuelle ou bien en réalité augmentée? En l'occurrence, du coup, je vais reciter pour la réalité virtuelle Beat Saber, qui est vraiment excellent si vous avez un peu de rythme, si vous aimez ce genre de choses-là. Et sinon, Half-Life Alyx, qui est vraiment, comme je le disais, de façon assez consensuelle, le meilleur jeu, la meilleure expérience de réalité virtuelle. J'ai pas de conseils en réalité virtuelle. Peut-être juste rebondir sur l'histoire du goût et de la nourriture. C'est peut-être l'un des derniers domaines où savourer une forme de simplicité. C'est-à-dire que la réalité virtuelle et le fait d'avoir accès à des nouvelles sensations et des nouveaux environnements, personnellement, moi, d'évoluer un peu dans ces milieux-là, ça me rapproche des choses beaucoup plus simples aussi en parallèle. Donc la nourriture et les odeurs, par exemple, j'ai tendance à, c'est peut-être réac, hein, mais à les associer à quelque chose auquel j'ai pas envie de toucher pour l'instant. Moi, j'aime bien les expériences dans les musées. Du coup, je peux conseiller tout ce qui est fait par Excurio. Ils font des expériences sur les impressionnistes, sur les pyramides de Khéops. J'ai plutôt aimé. Je pense qu'il y a toujours, ça va continuer à se développer, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà intéressant et on ressent l'immersion et on apprend des choses, ce qui est important. Merci beaucoup pour ces échanges riches et passionnants. On va s'arrêter là. C'est un sujet qui est très vaste et très tentaculaire. C'est vrai qu'on pourrait ça pourrait encore durer des heures, mais vraiment l'objectif de ce focus numérique, c'était plus de donner des clés de compréhension sur ce qu'est une expérience immersive technologique, leurs fonctionnalités, leur application, et surtout bien comprendre que leur rôle, c'est plutôt elles ont plutôt un rôle en fait amplificateur dans cette tendance naturelle en fait à l'immersion qu'on a déjà et qui est presque intuitive et presque innée. Je ne sais pas, quand on voit des enfants par exemple, ils ont cette capacité à s'immerger dans des mondes imaginaires, et donc là la technologie vient amplifier en fait tout ça. Et alors forcément, ça a des limites, hein, ces expériences immersives, on a pu le voir avec la surcharge cognitive, avec les limites psychologiques et sensorielles, et aussi des limites peut-être technologiques, puisque tout le monde n'a pas forcément accès à ces technologies, ne peut pas vivre une expérience immersive. Et c'est aussi pour ça qu'on organise ce festival des créations immersives. C'est pour permettre au public de vivre ces expériences, de se faire sa propre idée. Et puis, c'est pas destiné à tout le monde, hein, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais voilà, il faut les tester et les expérimenter pour savoir ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît moins, et peut-être qu'on préfère vivre des expériences plus physiques dans la réalité, pas forcément virtuelle.
Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça a été, malgré tous les problèmes techniques qu'on a pu avoir, c'est juste incroyable. Mais voilà, merci beaucoup. Merci.